Ce projet, il a démarré en fait il y a plus de 20 ans, plus de 2 décennies. Il a été baptisé maintenant puisqu'il s'appelle Bassan 2050. Il a eu d'autres noms. Il s'est construit progressivement. Ça n'a certainement pas été un processus linéaire progressif. Il y a eu beaucoup de hauts, de bas, d'avancées, de reculs. Les uns et les autres ont fait preuve à la fois d'enthousiasme et parfois de découragement. Il y a eu néanmoins un fondamental qui est resté au moins dans l'esprit du Conservatoire du littoral, qui a pédalé dans la soute pendant quelque temps, qui était que les effets du dérèglement climatique rendent inévitable ce sujet de gestion adaptative de la bande côtière et donc ce genre de projet. Et si nous n'avions pas cette conviction dès l'origine, on n'aurait pas passé quelques temps, parfois de manière excessive peut-être, sur ce projet. Alors maintenant que le projet est démarré grâce à non seulement au projet Interreg PACO dont on a parlé, mais aussi le contrat territorial eau et climat de l'Agence de l'eau, on peut essayer rétrospectivement d'identifier ce qui figure dans le programme du colloque comme les clés d'un succès et que personnellement je pourrais plutôt appeler ce qu'il ne fallait surtout pas rater, puisque c'était autant d'obstacles et de conditions qui sont devenus bien entendu indispensables. Alors on en a identifié 4 que je vais rapidement vous présenter avant de laisser la parole à ceux qui les ont directement vécus. Alors le premier, on en a parlé un petit peu, et avec notamment Jean-François Bloch, qui reviendra sur le sujet avec d'autres, c'est la volonté politique. Alors la volonté politique, elle doit nécessairement être partagée par une grande partie des décideurs. Elle est rarement acquise dès l'origine de ce genre de projet. En règle générale, d'ailleurs, elle ne l'est pas. Et il s'agit plutôt, en ce qui nous concerne, d'un objectif à atteindre qui se construit en même temps que le projet. Et il y a des volontés politiques qui se manifestent positivement, d'autres moins positivement. Le principal, c'est que tout le monde se retrouve effectivement dans le projet. Alors pour le projet en question, vous l'avez vu avec les différents témoignages, le climat initial n'était pas franchement favorable. Et le projet assez contre-intuitif pour une bonne partie des acteurs du territoire. Pourquoi renoncer à résister à l'érosion, à la submersion ou à l'inondation, alors que c'est la posture la plus spontanée et la plus naturelle qu'on a adoptée depuis quelques siècles. Donc l'émergence de cette volonté politique qui s'est manifestée depuis maintenant avec la composition du comité de pilotage du projet qui est extrêmement large, qui traduit effectivement cet élargissement, a commencé en ce qui concerne le Conservatoire du littoral par accepter ses réticences et ses oppositions comme autant de sujets à traiter en bonne et due forme, au même titre que les sujets techniques, et qu'il n'y avait pas de hiérarchie et un projet technique forcément l'emportait sur la volonté politique. Deuxième sujet, le financement, on l'a abordé à plusieurs reprises, c'est un autre élément clé du projet qui a procuré et qui procure encore quelques appréhensions, quelques questionnements, puisqu'on peut mettre au point un excellent projet technique, et il n'en a pas manqué, qui puisse être porté et accepté politiquement, mais qui reste obstinément dans les tiroirs parce qu'on ne trouve pas le mode de financement. Et je sais qu'il y a un certain nombre d'autres cas de situations équivalentes à celle de la SAN, où il y a de très beaux projets, de très belles réalisations qui ne trouvent pas de financement. Il ne faut pas oublier non plus que le projet a bénéficié dès l'origine, on l'a dit, dans sa phase d'élaboration et d'animation territoriale, ce qui est la préparation indispensable à ce type de projet, du soutien financier sur la durée de la région Normandie et de l'Agence de l'eau, qui, je dois dire, ont fait partie de ceux qui ont cru dès l'origine au projet, parfois même avant le Conservatoire du littoral. Troisième point, la maîtrise du foncier. Alors, dès qu'on aborde sur les sujets de relocalisation spatiale, et je pense que Gilles Gall en parlera tout à l'heure, la maîtrise du foncier des espaces où repositionner les activités constitue une condition indispensable
qu'il ne faut surtout pas placer à la fin du processus, mais plutôt à l'origine, puisque c'est souvent ce qui conditionne le processus et qui permet d'élaborer de manière pertinente ces projets. Dans le projet de Bassane 2050, la relocalisation du camping de Quiberville et donc la maîtrise du terrain disponible, qui dispose des caractéristiques nécessaires non seulement en physique mais aussi en matière d'urbanisme, a conditionné l'ensemble du projet et on n'aurait pas bénéficié d'un concours de circonstances particulièrement favorable. Je pense qu'on serait encore l'arme au pied. Pour l'ensemble du projet, il a donc été nécessaire de recourir aux compétences et aux moyens respectifs de l'établissement public foncier de Normandie, de la SAFER pour un certain nombre, et accessoirement aussi un peu de ceux du Conservatoire du littoral. Pour finir, l'adhésion des citoyens du territoire. Alors c'est un sujet qu'on a souvent tendance à confondre avec celui de la volonté politique, alors qu'il y contribue et il est complémentaire, mais il ne répond pas nécessairement au même ressort ni aux mêmes logiques. Pour atteindre cette adhésion, cette compréhension et donc convaincre, il faut non seulement déployer des moyens et des techniques dits de communication, mais aussi et peut-être surtout de la durée et de la proximité, et donc avoir la possibilité d'entendre les réticences, les inquiétudes des acteurs du territoire et de ses habitants. Pour finir, je voudrais en conclusion, et avant de rendre la parole à ceux qui vont poursuivre, souligner le rôle essentiel qu'ont joué les 3 chargés de mission qui sont succédés sur le projet et ont contribué à sa réalisation. Depuis donc maintenant pas mal de temps, Stéphanie Beaune, Julie Favrel, Camille Simon maintenant qui est la survivante de l'équipe, qui a appuyé par Thomas Drouet. J'y ajouterai aussi Julie Pagny qui a été la cheville ouvrière du programme LICO et pour le Conservatoire du littoral. Et puis, bien entendu, Régis Lemarie, qui au Conservatoire du littoral s'est consacré et se consacre toujours au pilotage du projet. On a été le concentrateur et le moteur. Parfois, il faut remettre un peu de carburant dans le moteur, mais voilà, je voulais néanmoins terminer sur cette phrase-là. On ne posera pas de questions sur la nature du carburant qui est nécessaire pour faire avancer Régis Lemarie. Merci Jean-Philippe Lacoste.